Faut le mettre au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 8e de la saison ce soir et comme chaque semaine, eh bien, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui était superbement vêtu hier soir pour le live chez nos amis du Phocéen. Je vous laisse aller voir le magnifique haut doré qu'il arborait fièrement. C'était superbe. Bonsoir Idriss. Ouais, je me demandais sur quoi tu allais ouvrir cette semaine. Et du coup, je suis content que ce soit sur ça. Notre bel uniforme des South Losers, la meilleure équipe de FGT des Bouches-du-Rhône. Oui, Attends, bien sûr. toi, tu t'es pointé au Phocéen avec ce maillot, ils t'ont rien dit, ils t'ont laissé faire en live devant des milliers de personnes sur Twitch. C'était pas un photobombe. Je leur avais dit, oui, il y a les collègues qui me disent de nana. Ils m'ont dit, pourquoi pas. J'ai dit, écoute, si c'est pourquoi pas, c'est pourquoi pas. Du coup, je me suis dit, quelle meilleure occasion que OM-PSG. Du coup, je suis venu avec mon beau flocage numéro 11. Et ne vous y trompez pas, je suis gardien. Oui, c'est la particularité d'Idriss. C'était mon caprice pour être gardien dans cette équipe, c'était que je voulais le numéro 11. Avec nous également l'homme qui est passé à 2 doigts de perdre un œil et de se métamorphoser en Modou Sougou. Bonsoir Ama. Bonsoir Mathieu, salut tout le monde. Oui, pour la petite histoire, j'ai eu la chance incroyable de me faire piquer par une bête sur l'œil. Ça arrive rarement, mais ça arrive à moi visiblement. Non, mais il faut expliquer un petit peu aux gens. Donc, on fait une petite réunion vendredi après-midi entre nous. Ama, 10 minutes avant qu'on s'appelle tous, il nous dit j'ai une urgence médicale, je me suis fait piquer à l'œil. On s'est dit mais c'est improbable. Il y a que à toi que ça arrive ça, Ama. Oui, je sais, je ne sais pas quoi te répondre. On était sur le cul. Pour au final pas grand chose. Tu m'as pas vu, tu méfiais, mais oui, ça assez vite dégonflé finalement. Moi j'étais avec lui samedi, c'est dégonflé, mais il y a des cicatrices quand même. C'est ça qui est très bizarre. Un homme meurtri. Et avec nous également un autre homme meurtri, depuis que son poulain argentin a perdu sa place de titulaire au sein de la défense olympienne. Bonsoir Merwan. Bonsoir à tous. Limite en deuil ce soir. Oui, j'imagine. Oui. Depuis la mise au banc de la fraude de Buenos Aires, j'ai nommé Leonardo Balerdi. Comment tu te sens là depuis ? Est-ce que tu as eu des vertiges, des terreurs nocturnes un petit peu, ou tu t'en remets c'est pas trop difficile ? Quelques petites terreurs nocturnes, j'en ai rêvé à plusieurs reprises, mais écoute, on soigne et puis on va faire en sorte de vivre cette saison, même avec cette petite déception. Ce qui est horrible, c'est que j'étais au Phocéen jeudi pour commenter le match OM Lazio, et que quand Balerdi est rentré, écoute-moi, sur chaque ballon, j'avais la tête de Merwan. C'est pareil, hein. Je crois que Balerdi fait une connerie, je dis la Merwan, il va serrer le point. J'étais là en train de me dire, s'il te plaît, rate pas cette passe, s'il te plaît. Petit à petit, on va convaincre un petit peu la plèbe olympienne et je pense que Sampaoli est en train de le comprendre, donc ça fait plaisir. Train du Balerdo scepticisme est bien parti. Exactement. Les amis, une émission un petit peu spéciale ce soir. On va faire 2 grandes parties. Alors, on va évidemment revenir sur OM-PSG. On va débriefer ce match nul au Stade Vélodrome en deuxième partie d'émission. Mais avant cela, on vous l'avait promis depuis quelques semaines d'ailleurs, on va s'attarder sur les récents événements et débordements qui se sont produits dans les différents stades de Ligue 1 depuis le début de saison. Et d'ailleurs, il y en a encore eu ce week-end, on va en parler. Et pour cela, on a l'immense plaisir d'accueillir Sébastien Louis. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Merci Sébastien d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors pour te présenter en quelques mots, tu es docteur en histoire contemporaine, chercheur sur le supporterisme radical. D'ailleurs, tu as écrit des ouvrages à ce sujet, Ultra, les autres protagonistes du football, le phénomène Ultra en Italie, tout aux éditions Mar et Martin d'ailleurs, si jamais vous voulez vous les procurer. D'ailleurs, je crois qu'Ama, tu m'en as beaucoup parlé, tu les avais appréciés. Surtout Ultra, les autres protagonistes du football, tu l'avais apprécié. Ouais, j'ai lu les autres protagonistes du football. Je l'ai lu pendant le confinement et vu comme il est très très bien fourni, c'était parfait pour passer le temps. C'est un livre que je vous recommande car il est très sourcé, qui remonte aux origines du mouvement ultra en Italie. Et franchement, c'est intéressant. Si c'est un thème qui vous passionne, je vous le recommande vivement. Et puis tu es également, Sébastien, auteur pour le blog Côté Tribune sur le site du Monde. Du coup, je pense pas trop me tromper en disant que tu es plutôt calé sur la culture ultra, non ? Ça va, on te la fait pas sur ce sujet-là, je pense. Disons que moi-même, j'étais ultra, je dois également préciser cela, c'est-à-dire que j'étais un membre du Commando Ultra 84 de 1994 à 2007 pendant 13 ans. Et j'ai parcouru l'Europe pour suivre l'Olympique de Marseille,
la France bien évidemment, mais à l'époque on jouait très régulièrement la Coupe d'Europe aussi. Et par la suite, en faisant mon doctorat, donc j'ai pris de la distance avec le stade et j'ai décidé de devenir justement un chercheur spécialisé sur la question. Et je parcours depuis, je peux dire le globe, parce que j'ai vu des matchs aussi bien aux États-Unis, au Mexique, en Indonésie, en Malaisie, en Palestine, en Algérie et dans toute l'Europe. Et voilà, donc je suis régulièrement dans les tribunes, devant les tribunes, car je suis une des rares personnes qui regarde peu les matchs de football. J'ai une petite question justement d'introduction. Est-ce que tu me laisses pas lancer le jingle, toi. Soit tu prends des libertés. Okay, je croyais que ça avait commencé. Toutes mes excuses. Tu connais ma phrase. Passe ton ballon. Saison 2, désolé. Épisode 8. C'est parti. Et oui, quand même, Idriss, le jingle. Normalement, c'est toi qui gères tout ça en plus. Non, en plus, en fait, j'écoutais la petite conversation. Du coup, ça m'a un peu perdu. Je croyais qu'on avait commencé. Donc, toutes mes excuses. Tu es pardonné. On va entamer sur le sujet des tribunes. Et ça tombe bien que tu parles de ça, Sébastien, parce que c'est le premier sujet qu'on voulait évoquer avec toi. C'est ton passé en tant que membre d'un groupe ultra. Donc, comme tu le disais, tu étais membre du Commando Ultra pendant plusieurs années. Déjà, est-ce que c'est ce qui t'a mené à étudier ce mouvement-là? Est-ce que c'est ce qui t'a inspiré pour toutes tes recherches? Oui, bien évidemment, car avant de rejoindre le Commando, je suivais déjà l'OM en déplacement et lors des matchs à domicile. Et alors, je fais peu de matchs, parce que tout simplement, j'étais très jeune, donc c'est souvent mon père, puis c'est ma sœur qui m'amenait assez régulièrement. C'est assez drôle, mon père n'était pas fan de football, et ma sœur, par contre, n'était pas non plus fan de football, mais elle avait la patience de m'amener. Et dès le plus jeune âge, je me souviens, j'avais été passionné par un ouvrage qui est un livre culte, qui est le livre de Philippe Broussard, Génération Supporter. Il faut savoir qu'à l'époque, je parle au début des années 90, il n'y avait pas encore Internet, donc le peu de littérature sur le sujet me passionnait. Et par la suite, le livre de Christian Bromberger, Un match de football, et également un autre livre de référence qui m'a vraiment servi. Et donc, naturellement, on va dire, lors de mes études, j'ai pensé orienter mes recherches vers le supporterisme. Mais ce n'était pas mon but premier, c'est venu un petit peu par hasard, car je voulais faire quelque chose de différent. Et la plupart des gens qui avaient travaillé sur le sujet étaient uniquement des sociologues ou des ethnologues. Et donc, l'idée, c'était de travailler en tant qu'historien sur le temps long. Et c'est ce que je vais expliquer ce soir, d'ailleurs, en analysant les violences. On a un autre regard lorsqu'on est historien sur les violences. Qu'est-ce que tu as retiré de ton passé de membre du CU qui t'ont aussi des notions ou peut-être des idées qui t'ont ensuite aidé dans ton parcours et dans tes études du milieu ultra? Alors je dirais déjà, c'est le stade et les tribunes, lorsqu'on fait partie d'un groupe de supporters actifs, c'est une école de vie. C'est un des rares lieux, le stade transsocial, où on peut rencontrer des gens des différentes classes sociales, et plus particulièrement dans les groupes de supporters actifs. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve par exemple un avocat à côté d'un chômeur, à côté du drogué, à côté de l'étudiant de bonne famille, et donc c'est une véritable méritocratie, c'est-à-dire que la personne qui accède à un certain rôle dans la hiérarchie du groupe, c'est uniquement par rapport à ses mérites personnels et pas par rapport à son ancrage social. Et donc ça, c'est véritablement intéressant. En plus, Marseille, le stade, c'est un des rares lieux de mixité aussi. Comme voilà, la ville, elle est très clivée, on le sait bien. Et le stade, véritablement, permet à des gens originaires de différents quartiers, de différentes villes, et aussi de différents pays, car l'Olympique de Marseille a des supporters dans toute l'Europe, de se rencontrer. Et je pense que ça, c'est véritablement très riche. Le fait d'avoir cette mixité sociale, le fait de connaître des gens que l'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer dans un autre milieu, de faire des heures de bus, des heures d'avion, d'aller dans toute l'Europe, de prendre des risques, parce que voilà, il y avait des déplacements qui étaient parfois tendus. Je me souviens des déplacements à Zagreb en 98 qui avaient été particulièrement chauds. Et voilà, on a tout ça, ça renforce et ça donne une certaine force de caractère. Et je pense que la plupart des gens qui ont fait partie d'un groupe et qui ont été actifs en retirent justement d'intenses satisfactions, aussi bien sur le plan personnel, des amitiés, qu'également en termes on donne beaucoup. C'est-à-dire quand on est supporter ultra, on est investi
c'est un milieu associatif qui est très prenant, hein, parfois même trop, parce qu'on néglige souvent sa famille, ses relations personnelles, au détriment, tout passe, c'est le club avant tout, voilà, le reste on le met de côté. Mais en même temps, c'est très enrichissant pour sa vie, je pense, et pour moi, c'est d'abord avant tout une école de vie. Ensuite, pour revenir sur la question par rapport à mes recherches, oui, ça m'a aidé, bien évidemment, parce que j'ai pensé faire ces recherches. C'est né, en fait, il y a plusieurs choses, mais je me souviens d'une interview que j'avais faite des Ultra Tieto Cucchiaroni, qui sont amis avec le Commando Ultra, pour le fanzine du Commando. Alors, je ne sais plus l'année, hein, ça devait être à la fin des années 90. Et c'est vrai qu'en faisant cette interview, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire ici, et pourquoi pas travailler, faire une recherche sur le terrain. Donc voilà, j'ai une facilité, même maintenant, quand je vais sur le terrain, je suis comme un poisson dans l'eau, même si c'est une tribune, on va dire rivale, entre guillemets, aller travailler sur le terrain, c'est très facile et c'est un grand plaisir. Est-ce que, les gars, on va peut-être axer sur les incidents en Ligue 1. Je crois que j'ai coupé la parole à quelqu'un. Peut-être, ouais, c'est Merwan. Vas-y, Merwan, vas-y. Une petite remarque, déjà pour le remercier de sa présence, parce que personnellement, l'année dernière, j'ai rendu un mémoire sur la mutation du football en général, sur la manière dont la mondialisation dans le football mute les stratégies de communication et aussi, les stratégies qu'ont les clubs envers leurs supporters, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Et pour le coup, c'est l'intitulé du mémoire, mon frère, ça, il y a du en travail. fait, la mondialisation du football, quelles influences sur les stratégies de développement et de communication des clubs et entités footballistiques. Mais c'est pas pour parler de moi, c'était simplement pour déjà le remercier de sa présence et surtout pour dire à nos auditeurs qu'on est vraiment avec un anniversaire qui compte dans le milieu du supporterisme ultra et qu'il écrit des choses très très juste, et je vous invite notamment à aller voir son blog. Je sais Côté Tribune, c'est ça, si je dis pas de bêtises, qui est très très bon, hébergé par Le Monde. Et ce que je trouve particulièrement intéressant en fait avec votre approche, c'est que, et un peu à la manière dans les cours actuels du côté universitaire au niveau de l'histoire, c'est qu'on a tendance à un peu à voir ça de manière globale maintenant. Et dans la manière dont vous analysez le mouvement ultra, c'est que vous en faites aussi une sorte de miroir de ce qui se passe dans la société. Et je crois que c'est Patrick Mignot qui écrit ça, c'est que la genèse aussi des mouvements ultras, c'est aussi une réponse à des courants très violents en termes de mutation et de changement qu'ont connu les sociétés occidentales, de sociétés entre guillemets, je caricature et je fais des raccourcis pour des soucis de clarté, mais de sociétés assez traditionnelles à des sociétés un peu mondialisées, où il va y avoir un étiolement de tous les instants de socialisation traditionnelle, etc., etc. Et c'est vrai que les mouvements ultras vont peut-être rendre compte, en se formant, et notamment je crois que c'est en Italie, et vous le décrivez très bien sur votre blog, que ça va être une réaction à ces mouvements-là. Est-ce que, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus? Est-ce que je dis des bêtises déjà d'une? Ou est-ce que véritablement on peut aussi étudier le mouvement ultra à travers un prisme plus général, à travers justement l'évolution des sociétés dans lesquelles on vit, et surtout depuis un peu moins de 100 ans, 50, 60 ans, 70 ans, à l'échelle du mouvement ultra? Alors oui, c'est juste, hein, je dis souvent, de toute façon, le stade, c'est un miroir déformant de nos sociétés. Déformant, c'est important de le dire. Par exemple, la place des femmes, on voit, elle est moindre dans notre société, et on le voit également au stade. Il y a moins de femmes au stade. Mais en même temps, c'est paradoxal. Je vais prendre l'exemple du Maroc, car je travaille au Maroc depuis quelques années. Je vais souvent au Maghreb, où je travaille sur le mouvement ultra, aussi bien au Maroc qu'en Algérie et en Tunisie. Voilà. On a trouvé un exilé fiscal. Et voilà. Et voilà. Pandora Papers, on va fouiller la liste, hein, monsieur Louis. Et au Maroc, par exemple, je suis toujours étonné de voir le nombre de femmes qui sont présentes dans les tribunes. C'est assez impressionnant. Et qui viennent seules. Hein. Et quand je parle de femmes, on a de tout âge, c'est-à-dire des très jeunes, hein, ça peut être de 8, 10 ans avec leurs parents, des adolescentes, des jeunes femmes, des dames d'un certain âge. Et il y a une passion assez exceptionnelle pour le football au Maroc, et chez les femmes en particulier. Ça se note, on doit être à peu près quasiment sur les chiffres de l'Europe en termes de présence. Et donc c'est pour ça, effectivement, que c'est un miroir déformant. Les ultras, c'est la clé de lecture des sociétés que j'utilise depuis plusieurs années. Quand je vais en Indonésie, lorsque je vais en Israël, en Palestine, en Algérie, la même chose. Ça donne effectivement, ça permet de comprendre certaines choses. Déjà, c'est un mouvement de jeunesse. Il est né en Italie entre 1967 et 1971. Je le dis dans mon livre. Alors souvent, les gens me demandent quel est le premier groupe ultra. Alors bien évidemment, le mouvement ultra, il est né en Italie. Il n'est pas né en Croatie, avec la Torcida de l'Hajduk Split, qui est un simple club de supporters. En 1950, il est né en Italie.
Et ça a mis 4 ans à se développer. Entre 67, la première banderole où est apparu un mot différent, commando, du côté de la Sampdoria, jusqu'en 1971 avec la fondation des Brigate Gialloblu de l'Hellas Verona. Durant ces 4 ans, on va avoir véritablement quelque chose qui se distingue, et c'est bien évidemment lié à l'émergence de la jeunesse. La jeunesse comme acteur social dans nos sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'avant les années 1960, l'émergence des teenagers aux États-Unis, c'est dans l'après-guerre. Pour la première fois, on aura des jeunes qui auront du temps libre et de l'argent. Et donc, ces jeunes qui auront du temps libre et de l'argent, une partie va aller au stade et va créer ces groupes de supporters. Justement, on a ce passage de génération, cette création d'une génération, on pourrait le dire, hein, parce qu'auparavant, vous pouvez le demander à vos grands-parents ou à vos grands-parents, les jeunes gens travaillaient généralement à 15-16 ans, à part les classes dominantes qui avaient de l'argent pour aller à l'université. Et donc, dans les années 60, on a cette grande transformation en Italie, comme dans tout l'Occident, et en Italie vont naître justement les ultras, alors qu'en Grande-Bretagne, à partir de la saison 65-66, vont émerger les premiers gangs de hooligans. Il y en a qui font même remonter la naissance du mouvement ultra un peu plus tôt, toujours en Italie. C'est une histoire que vous connaissez sans doute sûrement, au Torino avec le Gruppo Sostenitori Granata. Vous en avez peut-être entendu parler. Quel accent magnifique. Incroyable, hein. Vous savez, ce groupe de supporters du Torino, qui s'est formé dans un premier temps pour soutenir le Toro, et qui, en fait, s'est entre guillemets radicalisé, ou du moins a intensifié sa pratique, lorsque le club ayant subi des années difficiles, notamment avec ce fameux crash d'avion qui a décimé une très très grande partie de l'équipe, et face à finalement beaucoup de problèmes financiers, sportifs, etc., il y a eu une rumeur, ou en tout cas des discussions pour fusionner avec le grand rival de la Juventus, et à ce moment-là, en fait, ce groupe-là, face à la menace de la dilution de l'identité du Torino, ils vont entre guillemets se radicaliser, ils vont même jusqu'à demander la démission des dirigeants qui vont évoquer une possible fusion avec la Juventus. Pourquoi est-ce que du coup on ne prend pas ce marqueur historique que vous avez sans doute entendu parler, je suppose? Alors, les Fedelissimi sont nés en 1951, ils font partie des premiers clubs de supporters dits modernes. Voilà. Ok. Et ils vont émerger dans les années 1950, plusieurs villes, notamment à Rome, aussi bien du côté de la Lazio que de la Roma, des clubs de supporters. Au Toro, donc suite à la catastrophe de Superga le 4 mai 1949, l'équipe du Grand Toro va mourir dans ce crash sur la basilique de Turin. Et le club qui était le plus populaire d'Italie va voir 2 ans plus tard la création d'un premier club de supporters. Alors j'ai rencontré un des fondateurs il y a une dizaine d'années. En 2011, j'étais à Turin, en Pâques 2011, je me suis rendu à Turin pour rencontrer un des fondateurs des Fedelissimi. Et c'était un groupe de supporters traditionnels. Ça n'avait rien à voir avec un club ultra, tout simplement. On va dire que c'était les premiers qui étaient organisés, qui avaient une carte de membre. D'ailleurs, cette carte de membre, vous pouvez la voir, elle date de 1952. Elle est au musée du Grande Torino, qui est juste à côté de Turin, dont le nom m'échappe, la petite ville qui est à côté. Et bref, c'était pas du tout un groupe ultra. Par contre, dans les années 90, certains jeunes qui ont intégré le club l'ont transformé en un groupe ultra. Mais c'est la même chose à la Sampdoria avec les Fedelissimi. Okay. Pourquoi la date de 67? Tout simplement parce que pour la première fois, on a un mot différent. On a le mot commando. Et donc ce mot est véritablement très important parce que ce n'est plus Fedelissimi, qui était un nom très populaire. Énormément de clubs de supporters s'appelaient comme ça, ou Forza Milan, Forza Juve, ou Juve Campioni. Non, là c'est véritablement commando. Donc un nom... c'est une rupture sémantique qui va justement mener vers les ultras. Et au-delà de ça, au-delà de la rupture sémantique, est-ce qu'il y a une rupture aussi dans le sens? Est-ce qu'on change le mot simplement pour changer de mot, ou est-ce qu'on va changer la manière de se mobiliser ou d'entrevoir sa relation avec le club? Alors véritablement, cela va changer car on a d'autres comportements. C'est-à-dire que ce soit les Fedelissimi du Toro ou les différents clubs de supporters, les Milan Club qui existent, ils ne chantent pas tout le match. L'idée que les Italiens, c'est un peuple qui a toujours chanté, qui a l'habitude, on leur donne un drapeau, ils vont faire une fête incroyable, 3 feux d'artifice. Non, pas du tout, les stades sont gris. Il suffit de voir l'extrait du film, vous pouvez le voir sur YouTube, Il ladro di bicicletta, le voleur de bicyclette de Vittorio Di Sica, donc un film qui reprend des images d'archives du match, la sortie du match Roma-Modena. Et on voit les supporters qui sortent du stade à Rome, et il y a personne qui a une écharpe. Premières écharpes, elles apparaissent qu'en 48. Donc jusque dans les années 60, on n'avait quasiment pas d'ambiance dans les stades. Ça va changer
à partir du début des années 60, où là, on a plus de drapeaux, plus de banderoles, on a des espèces de débuts d'animation dans les stades, des petits spectacles qui sont réalisés, on a même des mégaphones qui sont emmenés par les clubs de supporters traditionnels, des tambours, et les premiers ultras ou les pionniers ultras ont créé des super clubs de supporters, c'est-à-dire qu'eux, ils vont être entre jeunes, ils vont en changer de nom, ils vont avoir d'autres comportements, donc on a une véritable rupture aussi bien générationnelle que comportementale. Au regard de cette historique, d'ailleurs, si vous voulez encore plus de détails, Ama, tu me contrediras pas, mais je crois que tout est détaillé dans le bouquin sur Ultra. Oui, totalement. Une partie du propos de Sébastien de Merwan, tu as retrouvé dans le livre. Vraiment, si vous cherchez vraiment les origines du mouvement, je me répète, mais vraiment, investissez dans ce livre. Vraiment. Et on regarde. Voilà, la couverture Et la est sur Twitch. Ouais. Très belle couverture d'ailleurs, très beau craquage. On regarde de cette historique que tu viens un petit peu de décrire et de tes études. Alors on va faire un bond dans le futur, vu que là on était en 1950, on va sauter à 2021. Tout ce qui se passe depuis le début de saison en Ligue 1, ces incidents qui ont eu lieu un petit peu partout, dans beaucoup de stades. Comment tu les expliques, Sébastien? Comment tu les analyses? Est-ce que je peux juste, excuse-moi Sébastien, juste si je peux rajouter un truc à la question de Mathieu, vu que le supporterisme, du moins le mouvement ultra, a quand même pas mal à voir avec ce qui se passe dans la société, est-ce que c'est stupide de dire que le confinement a joué un rôle dans la multiplication de l'expression peut-être un peu féroce des supporters depuis le début de la saison? Alors, merci pour cette question et cette précision. Alors, la première chose, en tant qu'historien, je vais vous embêter, mais je vais sortir quelques dates, parce qu'il faut bien comprendre que la violence, elle a toujours accompagné le football. Je vais commencer avec la Grande-Bretagne, parce que c'est le pays où est né le football. En 1884, lors de la demi-finale de Coupe d'Angleterre entre Blackburn Olympic et Notts County, la foule jette des projectiles sur les joueurs de Nottingham. L'année suivante, le 10 mai 1885, les spectateurs s'en prennent aux joueurs visiteurs lors d'Aston Villa Preston. Donc, dès la fin du 19e siècle, on a une multitude d'incidents qui sont répertoriés en Angleterre. En Italie, 1898, c'est le premier championnat. Attention, championnat, c'est un tournoi sur un espèce de modèle de coupe avec 2 demi-finales et une finale. Il y a à peine 400 spectateurs. Les premiers matchs en Italie attirent très, très peu de gens. Pourtant, dès le 9 avril 1905, il y a le premier incident qui est recensé dans la péninsule lors de Juventus-Genoa. Il y a une invasion de terrain. En 1911, le 12 mars, il y a une rixe entre tifosi lors de Genoa-Andrea Doria à cause de paris sportifs. Le public à l'époque, ce sont des aristocrates. Il y a uniquement les bourgeois qui peuvent aller au stade parce qu'ils ont du temps libre. Donc, il y a peu de gens qui vont au stade en Italie à l'époque. Et donc, ils parient des grosses sommes et il y a des rixes à cause de ça. En 1914, lors de l'Yvonne Pise, il y a des échanges de coups de feu. Et en 1920, on a le premier mort en Italie. En France, c'est la même chose. En 1936, lors de Lyon-Saint-Étienne, le match est interrompu et il y a des incidents. Donc, le 29 mars 1936. Voilà, et à Marseille, je pourrais parler du 27 août 1969, lorsque OM Saint-Étienne est interrompu à la 75e minute à cause d'une invasion de terrain. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre les ultras pour voir de la violence dans les stades. Ça, c'est important de le dire. Très importante cette précision. C'est vrai qu'on a tendance à associer les ultras à tout ce qui se passe actuellement, mais c'est comme quoi c'est pas forcément le cas, hein, les gars. Moi, j'ai une question justement volontairement provocatrice. Vas-y. C'est quoi la différence entre un ultra et un hooligan? Alors, là, c'est très important. Moi, je parle dès le début de mon livre, sur l'introduction, je parle de supporters radicaux. Les supporters radicaux, ce sont les groupes de supporters qui vont au stade et qui acceptent l'idée de la violence. Alors, on a différents modèles de supporters radicaux. L'Europe a longtemps été divisée entre un modèle anglais, entre fans et hooligans anglais, et entre supporters à l'italienne, classique, et ultra. Voilà, ça a été longtemps divisé. Et donc le hooligan, il vient au stade pour affronter l'autre groupe de hooligans, ou parfois les ultras. Donc il vient pour affronter des supporters radicaux. Il joue un match, il est fan, la plupart du temps, il est fan de son club, et il joue un match dans le match qui est d'affronter l'autre gang de hooligans et de se battre contre lui et de le dominer. Voilà. Les ultras jouent un match qui est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'eux, il y a d'autres choses qui comptent. C'est la plus belle animation, comme on a vu à l'entrée des joueurs avec cette scénographie hier soir. C'est le plus de chants, nombreux en déplacement, voler la banderole de l'adversaire et également l'affrontement violent. La question de la violence, il y a pas mal d'hypocrisie autour, mais elle fait partie pleinement de la culture ultra. L'idée de se confronter violemment contre un autre groupe, comme on l'a vu hier à Lorient.
lorsque des Nantais ont attaqué les ultras bordelais en déplacement à Lorient. Voilà, ça fait partie de cette idée de la confrontation. Par contre, ce qui va changer dans les faits que j'ai énoncés auparavant, donc de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60, c'est qu'auparavant, tous les faits de violence étaient liés justement aux faits de jeu. C'est-à-dire, quand on a le premier mort en Italie, c'est parce qu'un juge de touche en 1920 intervient contre l'arbitre. L'arbitre lui dit de se calmer et là, un carabinier le tue. C'est en 1920 pour un match ridicule entre Lucca et Viareggio. Il y a le premier mort en Italie en 1920. Voilà. Toute cette violence, elle est liée véritablement par rapport au résultat du match. Ce qui va changer à partir des années 65-66 en Angleterre, c'est que pour la première fois, il y aura des incidents qui n'ont rien à voir avec le match. Il y a déjà des incidents avant le match avec des gangs de supporters jeunes qui vont arracher les filets du stade, qui vont prendre des fléchettes, les jeter sur les joueurs, détruire les wagons lors des déplacements des trains spéciaux qui sont organisés. Et donc là, on a de la violence qui se distingue justement des faits de jeu et qui a pour but de s'affronter contre un autre groupe de supporters adverses. Voilà. Donc ces supporters radicaux, c'est important de les distinguer. Enfin, je voudrais terminer qu'il y a différents types de supporters radicaux. Il faut également parler du modèle sud-américain avec les Barras Bravas en Argentine et les Torcideros au Brésil. Voilà. Juste le coup des fléchettes, ça m'a mis une image en tête qui m'a fait couper mon micro pour rigoler. Non, mais les histoires sont incroyables, des histoires de fou. Oui. Mais vas-y, Amaïs, pardon. Non, vas-y, Mario, je t'en prie. C'était pour rebondir un peu sur cette idée de la violence et un peu cette démystification dont vous nous faites par là. La violence a existé avant les ultras. Et aussi, sur votre blog, et je pense notamment, dans votre livre surtout, vous développez du coup une théorie selon laquelle en fait les stades et surtout en Italie sont devenus des laboratoires de la répression, donc c'est votre expression, et vous parlez notamment de la ville de Naples et vous parlez d'un épisode particulièrement violent où en septembre 2009 des supporters napolitains en fait ils ont été accusés d'avoir dévasté un train, et en 2012 Trenitalia, donc la compagnie qui était entre guillemets la victime ou décrite comme la victime, est condamnée par la justice italienne pour avoir déformé les faits. Et les ultra-napolitains eux, sont finalement mis hors de cause, sauf que pendant ce temps-là, en fait, toute une série de mesures vont être prises, et notamment la carte du supporter va être mise en place en Italie. Est-ce que finalement Naples, c'est souvent la ville avec laquelle on compare l'Olympique de Marseille, en tout cas autour de la Méditerranée, on compare avec d'autres, évidemment, il y a d'autres points de similitude, mais c'est vrai que Naples, c'est quand même, par la proximité, un point de comparaison assez évident. Est-ce qu'aujourd'hui, Marseille, avec la focale aujourd'hui qu'on fait, avec toute un peu de cette communication de la part de Dimitri Payet ou Pablo Longoria, et toute cette politique de communication qu'a mis en place l'Olympique de Marseille à l'occasion du Classico, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ça, ce qui s'est passé à Naples en 2009, entre 2009 et 2012, et un peu cette focale qu'il y a sur l'Olympique de Marseille en Liga? Alors, je vais me permettre, parce que je parle beaucoup, comme vous avez remarqué, je voudrais revenir juste sur la question, je n'ai pas répondu, je suis désolé, sur le début de saison et l'analyse des incidents, et sur le Covid. Alors, très bien. Et après, je reviens à Naples. Alors, déjà, depuis le début de saison, c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est dans un temps aussi limité, le nombre d'incidents. Ça, j'avoue, j'ai été surpris comme tout le monde. Et je pense qu'il y a effectivement un effet Covid. Alors, attention, il faut savoir qu'aujourd'hui, les incidents sont extrêmement médiatisés. Et je ne veux pas excuser les personnes violentes, mais il faut savoir que le nombre de blessés n'a strictement rien à voir avec la médiatisation à outrance. Alors, par exemple, je vais revenir sur Nice-OM. À Nice-OM, il n'y a eu aucun blessé grave. Les images sont certes spectaculaires, mais il faut savoir que les ultras de Nice, qui sont devant les joueurs de l'OM, ne les lynchent pas, alors que ça aurait pu très bien partir très rapidement avec des gros incidents. Voilà, je veux dire, ça aurait pu être très violent contre les joueurs de l'OM. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point, justement, médiatiquement, tout le monde va en parler, c'est une honte, c'est un scandale, etc., etc. De l'autre côté, je vais revenir sur Lens-Lille, où il y a eu 6 blessés. Alors, c'est toujours 6 blessés de trop, certes, mais il faut savoir qu'on n'a jamais eu autant de matchs de football. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2021, on n'a jamais eu autant de matchs de football, autant de spectateurs. Et le paradoxe, c'est qu'il y a moins d'incidents qu'auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait plus de matchs, il y avait moins de matchs, il y avait même moins de spectateurs et il y avait plus d'incidents. À l'heure actuelle, les incidents sont tous extrêmement médiatisés. D'ailleurs, c'est amusant, on repasse en boucle les images de Nice-OM, et j'insiste, il n'y a pas eu de blessés graves, à l'exception de il y a eu un blessé, c'est un supporter de Nice qui a été blessé par un des adjoints de l'entraîneur de l'OM. Mais au-delà de ça, voilà, au-delà des images spectaculaires, attention, je n'excuse pas la violence, mais je le tiens à le dire, il y a des faits de violence dont on n'entend jamais parler en France.
Moi-même, j'ai assisté, je ne vais pas nommer le match, j'ai été à un match cet été en Ligue 1, et il y a eu des incidents avant le match, et il n'y a eu aucun écho, alors que ça a été assez violent pendant 5 minutes. C'était à 1 kilomètre du stade, lors d'un rendez-vous, etc. etc. Et voilà, Montpellier-Bordeaux. non, c'est même pas Montpellier-Bordeaux. Mais quoi qu'il Il joue à devinette. on en parle, mais il n'y a quasiment pas d'image. La même chose pour hier à Lorient, entre Nantais qui ont attaqué les Bordelais. Et c'est amusant parce que là, c'est plus violent. On en parle un petit peu, mais il n'y a pas d'image. Et finalement, ce qui effraie un petit peu, voilà, parce qu'on a besoin aussi, les supporters, et là je vais répondre à la deuxième question, sont souvent le folk devil. En anglais, les sociologues ont utilisé cette expression, c'est-à-dire un diable populaire. Vous savez, l'image de quelqu'un qui fait peur. Je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir, mais on utilise beaucoup la figure de l'immigré comme la personne qui fait peur, ou du jeune homme des cités d'origine maghrébine. Voilà, là aussi c'est un cliché, mais c'est des images que les médias utilisent tout le temps. Et je ne vais pas parler de certaines personnes détestables qui l'utilisent pour des fins politiques, mais on le sait, voilà, on a besoin de cela, de diable populaire, pour faire peur à l'opinion publique, à la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Et donc les images qui passent en boucle, elles jouent également un rôle. C'est-à-dire que c'est la même chose pour Angers-OM. Angers-OM, les images sont spectaculaires, on n'a qu'un blessé. Attention, je ne veux pas excuser les violences, les personnes, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, dans les discothèques ou dans d'autres lieux sociaux, on a également des violences. On a, dans un stade, il faut savoir, comme hier soir, il y a plus de 65 000 personnes. Et donc finalement, quel lieu social peut se targuer de recevoir autant de gens tous les week-ends? Et finalement, le nombre d'incidents prorata est très limité. Je tiens à le dire, hein. Ça c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, bien évidemment, le Covid, on le sait, il a des effets énormes dans toute la société. Alors il y a des gens qui ont très bien vécu cette période et qui ont télétravaillé, qui ont pu prendre le métro, et forcément ils l'ont bien vécu. Et il y a des gens, ça a été extrêmement difficile pour eux. Et donc forcément, le fait de revenir au stade, certains se lâchent, hein, parce que le Covid va faire des dégâts au long terme d'un point de vue psychologique, d'un point de vue social et d'un point de vue économique. Et bien évidemment, je pense que certaines personnes, par rapport au Covid, se lâchent dans les stades. Mais ça a toujours été le cas. Le stade, c'est un exutoire. Et je tiens à rappeler un épisode déplorable, hein, qui me concerne en tant que supporter de l'OM. C'est lorsque Joseph-Antoine Bell est revenu jouer au stade Vélodrome, alors que c'était une des idoles. Il est revenu avec le maillot de Bordeaux, et donc il y a eu des caisses de bananes qui ont été confisquées, les CRS avant le match, et pourtant il a été victime. Il y avait même un gorille, quelqu'un s'était déguisé. Il y avait eu des réponses aussi. Il y avait eu Voilà. des réponses, des chants racistes, pardon. Des chants racistes, et donc ça c'est intéressant parce qu'il y a toujours cette image, un petit peu ce cliché d'Épinal que je n'aime pas beaucoup. Voilà, Marseille, les supporters sont antiracistes, etc., etc. Non, il y a eu également au stade Vélodrome des tendances racistes qui ont pu s'exprimer. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut voir ça. La même chose, c'est intéressant dans une ville comme Marseille où on pourrait mettre un chien avec un autocollant du Rassemblement national, il pourrait faire 25%. Après, malheureusement, une base d'électorat, une grande partie de la ville vote pour le Front National, le Rassemblement National, est proche de l'extrême droite. Et au stade, bien évidemment, je suis le premier heureux de ne pas voir ces expressions, je le dis ouvertement, je suis très heureux qu'on ne les voit pas, mais de l'autre côté, il faut savoir qu'elles existent. Hein. Elles ont été chassées des groupes en tout cas. Après, elles arrivent toujours à se rattraper, à se rassembler, pardon, mais à l'intérieur des groupes, elles ont été chassées, notamment du CU. Voilà, mais dans la plupart des groupes, mais attention, la même chose, il ne faut pas croire que ce soit les Winners, les NTP ou tous les groupes, bien évidemment, il y a des électeurs du Front National. Bien sûr, on peut pas. Non, je parle de ceux qui faisaient justement des actions, parce que tu prenais l'exemple de Joseph-Antoine Bell, de ceux qui essayaient un peu d'exister en groupe à l'intérieur de ces groupes de supporters-là. Ils ont été chassés. Voilà, ils ont été chassés et les groupes se sont impliqués, notamment le Commando Ultra qui s'implique depuis plus de 10 ans. Il a été au Mondiale Antirrazisti. Dans les tribunes, il y a des banderoles qui sont faites, il y a des journées d'action contre le racisme. C'est très positif, hein, mais ce que je veux dire, ce n'est pas non plus forcément représentatif de l'ensemble du public. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant parce que finalement, les tribunes, elles nous racontent énormément sur une ville. Et aussi le fait que justement, on n'a pas cette expression d'extrême droite dans les tribunes, c'est intéressant. Voilà, Marseille, comment se fait-il, alors qu'à Nice, par exemple, ou dans d'autres villes, ça peut poser des problèmes. Donc on a aussi ces infiltrations, parce qu'on le sait, hein, je le vois aussi en Italie. Et pour revenir sur Naples, la comparaison, pour moi, j'ai un petit peu des difficultés parce que Naples a d'autres problématiques, notamment la question de l'immigration. Naples est surtout une ville d'immigration, les Napolitains, on les retrouve dans le monde entier, alors que Marseille est une terre d'accueil. Ce qui est moins Naples. Attention, la ville a également changé, c'est devenu également une terre d'accueil, mais voilà, elle a des problématiques différentes, et donc pour moi c'est un petit peu un cliché d'associer les deux.
les supporters, les groupes de supporters à Naples et à Marseille sont quand même différents. Ce qui les unit, c'est une forte passion, bien évidemment. C'est deux grands ports de la Méditerranée avec une passion extrêmement forte pour le ballon. Et on peut dire que Maradona sert un petit peu de trait d'union parce que ça a été la mort de Diego Maradona, bien qu'il n'ait pas joué à l'Olympique de Marseille, a quand même été ressenti à Marseille assez forte parce qu'il y a quand même cette attirance pour l'Argentine, pour Maradona, en contraposition un petit peu avec le PSG, le Brésil. Mais même là, l'exemple est faux, hein, parce qu'il suffit juste de rappeler Carlos Moser ou le nombre de joueurs brésiliens qui ont brillé sous les couleurs de l'OM, ils sont nombreux. Peut-être une ou deux questions, Sébastien, avant de te libérer. On a déjà un petit peu dépassé le timer qu'on s'était donné, mais bon, c'est pas grave. Il y a Ama qui a une question très importante. Oui, allez, peut-être une ou deux questions encore, comme ça on peut libérer Sébastien. Vas-y, Ama. Non, en vrai, quand tu parlais de Marseille et de l'Argentine, on dit souvent Marseille, c'est l'Argentine. Est-ce Voilà, que c'est si vrai que ça ou pas? C'était juste ça. Non, mais sur le temps, je dis sur le ton de la blague, mais est-ce qu'il y a un fond de vérité au final? Alors, il y a un article de la Provence qui avait été consacré à ça il y a quelques semaines, qui était pas mal, où j'ai été intervenu pour dire justement non. Moi, j'ai tendance on est toujours dans des mythes inventés. La tradition, elle est toujours inventée déjà à la base. Et donc là, c'est une tradition inventée, forcément. Ça a été repris. Alors non, parce que le supporterisme en Argentine est différent et il suffit de regarder les gestures. C'est très intéressant la manière dont les Barras Bravas chantent au stade. Il suffit de regarder la manière dont ils le font avec les bras. Donc ils ont des mouvements de corps très intéressants qu'à Marseille, on ne voit pas. On le voit rarement en Europe. Il y a quelques groupes qui essayent de le faire. Et il faut savoir aussi que les chants argentins qui ont repris au Vélodrome sont passés avant tout par l'Italie. Parce que l'Italie, bien que le mouvement ultra est en crise depuis l'introduction de la Tessera del Tifoso que tu as nommée, donc depuis 2007, la mort de Racchetti, donc un policier qui est mort lors du derby Palerme-Catane, donc c'est la première fois Catane-Palerme, pardon, c'est la première fois qu'un membre des forces de l'ordre Ça a dû bien se passer ce match-là. perdait la vie en Italie. Donc il faut savoir aussi que l'Italie, c'est le championnat le plus violent en Europe. Hein. On dénombre 35 morts depuis 1920. Voilà. Je parle hors catastrophe. Hein. Bien évidemment, je ne parle pas du Heysel, je ne parle pas de Furiani, mais c'est un des championnats les plus violents. Et donc en 2007, il y a ce policier qui est mort. Ils ont introduit la Tessera del Tifoso et une série de restrictions. Mais les ultra-italiens, malgré la crise, c'est-à-dire une répression extrêmement forte. En Italie, on peut être interdit de stade jusqu'à 10 ans. Des groupes sont interdits, les déplacements sont régulièrement prohibés par les préfectures de police. Pour une torche, on peut être interdit de stade pendant 5 ans. Bref, il y a une répression extrêmement forte en Italie. Mais le paradoxe, c'est que les ultra-italiens ont une créativité incroyable. Et c'est eux qui ont repris le filon des chants argentins. Et par la suite, les ultras du reste de l'Europe ont suivi. Et donc, à Marseille, on a repris ce filon via l'Italie. Voilà, je tiens à le dire. Donc, pour moi, non. Bien évidemment, on aimerait, parce que l'Argentine, c'est associé à la passion. Mais de nouveau, on est dans le cliché. On est souvent dans le cliché quand on parle de Marseille. Parce que, bien évidemment, Marseille est une ville tellement passionnelle qu'il est facile d'aller vers le cliché, comme je dis, sur le côté antiraciste au stade. Avant, c'était les méchants parisiens qui étaient d'extrême droite et les gentils marseillais qui étaient antiracistes. Maintenant, le cliché n'est plus valable hein, parce que la tribune Boulogne n'est plus. Et voilà, les choses ont changé. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire attention. Moi, je dis toujours, il faut. Alors, c'est bien de se référer à l'Argentine, n'importe qui, mais est-ce qu'il y a une réelle filiation? Non. Je dirais que c'est plus des gens qui sont passionnés de l'Argentine, qui mettaient le drapeau de l'Argentine, qui mettaient en avant la figure de Diego Armando Maradona. La même chose, on est aussi dans le cliché quand on parle de Maradona. Il y a énormément de clichés sur lui et il était parfait pour les répercuter. Mais Sébastien, là, merci. J'avais peut-être une. Vas-y, la dernière, après on lit la question. Pas de Vas-y, problème. Sébastien, là où moi, en fait, il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement par rapport à ce sujet. C'est peut-être pas la ressemblance directe entre Naples et Marseille, mais peut-être des ressemblances en termes de conception de la ville dans son état, et notamment le traitement donc laboratoire répressif qu'on peut faire des pouvoirs publics envers des focales concrets, donc notamment l'Olympique de Marseille. Et Naples, d'une part parce que Naples en Italie, et ça je pense que vous le savez mieux que moi parce que vous semblez avoir une affinité avec ce pays-là, c'est de la manière dont l'identité nationale s'est formée en Italie, donc le Risorgimento, où finalement l'identité locale elle est quand même plus prégnante que l'identité nationale. Et de l'autre côté, on a Marseille qui concentre un petit peu ces folks dont vous parliez tout à l'heure, donc
une ville quand même, une terre d'immigration, où il y a pas mal de panique morale qui s'y concentre, avec une grosse focale, on l'a vu cette année, le plan Macron pour Marseille, etc. etc. Est-ce que Marseille, on peut dire aussi que c'est un peu le laboratoire répressif en termes de supporterisme ultra? Est-ce que quand quelque chose se passe à Marseille, ça a toujours un peu plus d'impact que si ça se passait à Lorient, Angers, Lyon ou Saint-Etienne? Alors oui et non, pour répondre à cette première question, c'est-à-dire qu'en France, le véritable laboratoire de la répression, enfin le véritable laboratoire des lois, c'est plutôt le Parc des Princes. Tout simplement, la première loi contre les supporters, elle est née suite aux incidents de PSG Caen en août 93, la fameuse loi Alliot-Marie qui va introduire dans la législation française l'interdiction de stade, donc elle date de là. Et par la suite, ce sera chaque fois lié à des incidents au parc. Il faut savoir que le Parc des Princes est un stade qui a concentré de véritables problèmes de hooliganisme. Je parle de la tribune Boulogne, qui avait une réputation parmi les plus violentes en Europe, hein, et à juste titre. Hein, les faits d'armes des hooligans parisiens sont nombreux. Et donc, c'est toujours par rapport à cette tribune et par rapport aux incidents qu'il y a eu à Paris que l'on parle justement de hooliganisme. D'ailleurs, la première fois que la France se rend compte qu'il y a des hooligans, qu'ils existent, c'est lors d'un match amical France-Angleterre en 83 au Parc des Princes, où il y aura des incidents violents, où des figures justement du COP de Boulogne vont se distinguer contre les supporters anglais avant, pendant et après le match. D'ailleurs, cette expression est utilisée par les médias de l'époque. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est plutôt Paris, mais c'est vrai qu'à Marseille, dès qu'il se passe quelque chose aussi, comme à Saint-Etienne ou à Bordeaux, mais à Marseille d'autant plus, c'est tout de suite sous le feu des projecteurs. Alors attention, hein, en même temps, à l'heure actuelle, les médias et puis la multiplicité des médias montrent que l'on parle beaucoup plus des violences qu'auparavant. Moi, je me souviens d'un OM Lens en 1999 où l'équipe était à la cave et le commando ultra avait fait une phrase très colorée que je ne me permettrai pas de citer parce qu'elle était vraiment très mal polie. Et elle était devant la tribune tout le match. Allez tous vous faire, voilà. Avec jet de torche et tout, match interrompu. À l'époque, on en avait parlé, mais pas tant que ça. Voilà, donc cette panique morale, elle est récente. On a besoin de ça. En même temps, alors là, je vais expliquer sur l'Italie et je vais développer pourquoi le stade il est un laboratoire de la répression. Tout simplement, les supporters sont un public parfait pour tester de nouvelles lois. Les supporters radicaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils sont violents, hein, en partie, ils sont violents. Et donc, comme ils sont violents, ça décrédibilise généralement toutes leurs autres actions positives. Il faut savoir que chez les ultras, moi je dis souvent, la violence, c'est à peine 1% de leurs actions. Ils en parlent beaucoup, mais finalement, ils en font peu. Il faut savoir aussi que c'est un mouvement de jeunesse, avec toutes les caractéristiques typiques des mouvements de jeunesse. Il suffit de voir le mouvement punk ou les concerts dans les années 80, il y avait aussi beaucoup de violence à l'époque, et souvent les médias en parlaient justement, donc on va souvent se focaliser sur cela et pas sur les actions de solidarité contre le sida, les actions, les maraudes qui sont faites à Marseille, à Paris, dans différentes villes, les groupes qui aident les sans domicile fixe, qui vont aider les associations sur le terrain, puis le fait d'être aussi un acteur d'inclusion. Marseille, comme j'ai dit, c'est important. Sans le stade, je pense véritablement, alors c'est un petit peu peut-être hasardeux, mais je pense qu'il y aura plus de tensions dans la ville. Le stade, il joue véritablement un rôle pour apaiser les tensions qui peuvent exister. Marseille a de véritables problématiques, hein, c'est une des villes avec des quartiers les plus pauvres de France, et donc le fait d'aller au stade permet à tout un chacun justement de passer un moment important, et pour moi justement même le fait qu'il y ait des violences au stade, c'est un petit peu osé, mais je pense que c'est positif, parce que le stade c'est une sorte de cocotte minute, voilà, et donc c'est cette soupape de sécurité, c'est-à-dire que des gens vont se calmer. Alors attention, la plupart du temps, c'est des invectives. Hein. La violence au stade, souvent les gens, c'est des invectives, des horreurs, des insultes, etc. Peu de gens passent véritablement à l'acte. Mais je pense que c'est important parce que ça permet de calmer les tensions durant la semaine. Alors attention, je ne suis pas là à dire qu'il faut qu'il y ait de la violence au stade. Hein. Loin de là. Mais selon moi, le stade, il a un rôle dans la société et il est temps de s'en rendre compte. Voilà, parce qu'on est dans une société... Moi, ça me fait rire. Il y a énormément de choses qui sont tristes, hein, finalement, ça me fait rire, mais ça me fait rire jaune. Si on voit des personnes ignobles, je parle d'un journaliste d'extrême droite, qui est un futur candidat, peut-être, qui a été condamné pour le racisme, et donc au stade, dès qu'il y a une expression de racisme, on dit « Ah non, il ne faut pas de racisme dans les stades ». Mais cette personne a micro ouvert dans quasiment tous les médias, et déverse sa haine de l'autre, une logorée pétainiste, hein, voilà, révisionniste, dangereuse, au stade,
il y a des gens, certes, qui peuvent être racistes, qui peuvent être violents, mais dès qu'il y a une expression de racisme, c'est un scandale et tout, c'est amusant. Le stade, en fait, il est hors de notre société, il est hors sol, mais pas du tout. Voilà, comme je dis, la même chose à Marseille. On a des gens, bien évidemment, qui sont des électeurs du Front National, et je suis persuadé qu'il y en a dans les South Winners, dans le Commando, de la MTP, de First, etc., aux Fanatics, mais ces gens ne peuvent pas s'exprimer. Alors attention, c'est une chose positive, parce que voilà, au stade, là, il n'y a pas d'expression raciste, hein, mais ce que je veux dire, c'est que dans la société actuelle, hein, aujourd'hui, à l'automne 2021, on entend des choses abominables sur des canaux détenus par des gens qui ont un certain intérêt politique, et ça, on les laisse faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est toujours, les supporters, c'est un peu la victime parfaite. On a besoin d'eux. Et donc, certaines sociétés, en Italie, mais aussi également en France, on se sert des catégories de supporters comme les ultras pour tester de nouvelles choses. Je vais vous donner 2 exemples et je vais terminer là-dessus parce que je vous parle. Avec plaisir. Non, avec plaisir, c'est passionnant. C'est très passionnant. Le premier, c'est tout simplement pendant la crise des Gilets jaunes. Donc, au début de la crise des Gilets jaunes, le gouvernement était en panique. Il pensait tomber. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a le Premier ministre, il m'échappe, l'ancien Premier ministre, aidez-moi s'il vous plaît. Edouard Philippe. Voilà, merci Pierre Philippe. Il y a Edouard Philippe, voilà, on y arrive. Décidément, c'est lundi soir pour tout le monde, excusez-moi. Pas de problème. Et donc, il y a Edouard Philippe qui va au journal de TF1, et c'est début janvier, je ne sais plus exactement la date. Et donc, il est invité spécial, voilà, et il parle des violences, et il dit, nous, on avait un problème de violence dans les stades français, mais on l'a résolu grâce à l'interdiction de stades. Et dans les stades français, on n'a plus de violence. Alors c'est amusant parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en octobre 2021, il n'y a plus personne qui se permettrait de dire ça à la télévision, vu les derniers problèmes. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il a déballé tout ça, il n'y a plus de problème dans les stades. Quand quelqu'un est violent, il est interdit de stade. Et donc, il décide d'introduire une nouvelle loi qui interdira de manifestations les gens qui sont violents durant les manifestations en se calquant sur l'interdiction de stade. Heureusement, cette loi n'est pas passée grâce à la vigilance des sénateurs qui n'ont pas, en deuxième lecture, cette loi n'est pas passée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction de manifester. Mais attention, c'est extrêmement dangereux. Là, on parle d'un droit constitutionnel. Et donc, il montre bien, Edouard Philippe, voilà, avec cet exemple. Je vous donne un autre exemple en Italie, à l'heure actuelle. Alors, l'Italie est le pays qui a une des législations les plus sévères en Europe, donc qui a cette, comment ça s'appelle, le DASPO, donc divieto di accesso negli ambienti sportivi, donc l'interdiction de stade, ça s'appelle le DASPO en Italie, et qui a été introduit dans la législation le 10 décembre 1989 par la loi 401. Donc cette loi elle a été mise en place parce que l'Italie organisait la Coupe du Monde 1990. Il y avait des gros problèmes de violence en 89, dont un jeune supporter de la Roma qui est mort d'un arrêt cardiaque avant Milan-Rome, lors d'une agression par des ultra-milanais. La loi est mise en place et depuis, elle a été modifiée à 8 ou 9 reprises. La dernière fois par Matteo Salvini, il a introduit la peine jusqu'à 10 ans. Et donc, en fait, ça sert strictement à rien parce qu'il y a toujours des morts en Italie. Le dernier en date, enfin pas le dernier, l'avant-dernier, c'était lors d'Inter Napoli, le 26 décembre 2018, avec un ultra de Varese qui a été tué lors d'affrontements contre les ultras de Naples. Donc Inter et Varese sont jumelés, ils ont attaqué ceux de Naples et il est mort lors des affrontements. Et donc en Italie, comme j'ai dit, c'est le championnat le plus violent, ils ont beau passer des lois, ça ne sert strictement à rien. Quoi qu'il en soit, cette loi, le DASPO, il a été introduit dans la législation classique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Italie, si par exemple vous êtes à Florence avec des amis, vous faites la fête, vous avez peut-être bu un peu trop, et après en sortant du bar, vous jetez des verres, vous cassez des plats, vous pouvez être interdit de quartier, c'est-à-dire ça s'appelle le DASPO urbano. Donc il y a des gens incroyable. de quartier, c'est appliqué. Ça a été repris justement de cette loi. D'ailleurs, ils ont repris le nom d'ASPO, qui est vraiment par rapport au stade, hein, parce que SPO, c'est pour Impianti Sportivi. Et donc, il y a des gens en Italie, et le but, c'est pour nettoyer les villes. C'est-à-dire c'est une loi qui est appliquée ou qui est seulement dissuasive? Elle est appliquée. Clairement, elle a été appliquée. La première fois qu'elle a été appliquée, c'est à Milan, parce que des Roms étaient devant les marches du métro à Milan et mendiaient, et donc ils ont été interdits de fréquenter le quartier. Alors attention, c'est extrêmement dangereux, parce que le but, c'est de nettoyer la ville des gens. Alors les Roms, les mendiants, tous ceux qui dérangent les touristes, hein, vous savez, hein, il suffit d'aller dans le panier, hein, qui a été malheureusement, qui a perdu son âme, son esprit, vous le savez très bien. Je parle aussi du quartier à côté du Mucem, hein, qui est en train d'être complètement transformé, bouleversé.
Et donc c'est intéressant parce que ces lois, en fait, elles sont là, faites pour les puissants, vous en doutez bien, parce que le but c'est de cacher les pauvres et tous ces gens qui dérangent. En Italie, elle peut être appliquée par exemple contre des gens, vous savez, les personnes qui vendent des fausses Ray-Ban ou des fausses marques, on le voit souvent en Italie. On les voit un petit peu partout dans les endroits touristiques. Ces gens-là peuvent être interdits de quartier si elles vendent des articles contrefaits. Voilà. Alors bien évidemment, vous comprenez, l'idée c'est toujours de s'en prendre aux plus faibles et aux plus pauvres. Hein. Et j'ai pas besoin de dire que la société qui s'en prend aux plus faibles, c'est véritablement les sociétés les plus dangereuses généralement, parce que si on s'en prend aux plus faibles pour nettoyer entre guillemets les villes, mais bon, ça c'est un autre propos. Quoi qu'il en soit, voilà, ces lois sont appliquées d'abord dans les stades et par la suite au reste de la société. D'ailleurs, il y avait une très bonne banderole d'ultra italien qui disait en 2000, d'abord pour les ultras, ensuite pour la société. Malheureusement, c'est ce que l'on voit. Je vais terminer avec un exemple. Cet été, j'étais en Hongrie pour travailler sur le supporterisme radical en Hongrie, où il y a de véritables problèmes, aussi bien de violence que de néo-nazis et d'hooliganisme. On a fait un très bon article d'ailleurs sur votre blog. Ouais, tout à fait, que j'ai lu. Ouais. Sur la brigade des Carpates, comme tout le monde en parlait. Et donc, j'ai été voir un match à Ferencváros. Ferencváros, c'est le plus grand club de Hongrie, donc qui a le plus de supporters. C'est un des clubs de Budapest. Hein, c'est une ville qui compte un nombre incroyable de stades. Et donc, pour aller voir un match à Ferencváros, j'ai dû faire une carte de supporter auprès du club. Et c'était assez préoccupant parce que j'ai dû donner ma main. C'est-à-dire qu'on prend un cliché de ma main, on prend les empreintes et tout ça. Et ensuite, c'est sur la carte. Et donc, pour accéder au stade, ils ont cette banque de données. Et donc, c'est véritablement inquiétant parce que par la suite, on le sait, hein, depuis le 11 septembre 2001, on a énormément perdu en termes de liberté publique. Et voilà, ce sont des choses, je suis persuadé malheureusement, que l'on utilisera dans un futur proche. Et je n'ai pas besoin de dire que la Hongrie de Viktor Orban n'est pas un modèle des droits de l'homme. Voilà, tout simplement. Oula, oui, avec Amand, on peut témoigner. On est allé voir France-Hongrie à Budapest cet été. C'était très quelque chose. particulier. Ouais. C'était l'ambiance très particulière. Pour le coup, comme vous, en plus, c'est vrai que ça doit dénoter. Sébastien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Comme d'hab, on a dit qu'on ferait 20 minutes, on en a fait 50. Voilà, oui, c'est ça. Désolé. Non, mais c'était incroyablement intéressant. Vraiment. D'ailleurs, Sébastien, pour conclure, tu nous parlais hors antenne d'une exposition photo sur les ultras, notamment du côté de Milan. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, je vais terminer là-dessus. Et ce qu'on va dire, parce que je vais ennuyer vos auditeurs, je suis très, très bavard, comme vous avez pu le constater. Mais comme j'ai du plaisir, on va dire que c'est la première mi-temps et durant la saison, j'espère qu'il y aura une deuxième mi-temps. Donc ça, c'est la première chose que je peux dire. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Et la deuxième, c'est à propos de cette exposition. Oui, en 2017, il y avait une exposition au MUSEM, Nous sommes foot. J'avais participé en tant que conseiller scientifique et j'avais récolté des objets tout autour de la Méditerranée. Et donc, depuis quelques années, je vais dans les musées pour parler de la culture ultra. Et donc, à Milan, au Mufoco, musée de la photographie contemporaine, il y a une exposition qui est jusqu'au 24 novembre qui s'appelle Chi non salta, qui ne saute pas. Et nous sommes une trentaine d'exposants, d'artistes. Je travaille depuis plusieurs années avec un photographe italien, Giovanni Ambrosio, un napolitain, et nous avons documenté la culture ultra dans le monde entier, de l'Indonésie à la Palestine, dans les différents pays que j'ai déjà cités auparavant. Et il y a une quarantaine de clichés, des objets que nous avons pu mettre dans cette exposition. Et là, nous préparons une autre exposition qui aura lieu en décembre à Stockholm, au musée de la Méditerranée, pour les 10 ans des printemps arabes. On va parler du rôle des ultras, justement, alors pas uniquement en Égypte, parce que ça c'est connu, mais il faut savoir que dans de nombreux pays du monde arabe, les ultras ont participé à la contestation des régimes en place. Et donc nous avons plusieurs choses, notamment sur l'Algérie, sur la Tunisie, sur le Maroc, même s'il y a beaucoup de clichés aussi. Hein. Il faut savoir qu'il y a énormément de clichés. La presse française aime les clichés et avait relayé notamment une grande participation des supporters au Irak, en Algérie. Il y avait une petite participation, mais significative. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Si vous êtes du côté de Milan, du coup, n'hésitez pas à aller voir cette expo. Merci beaucoup, Sébastien. Et comme tu l'as dit, c'était que la première mi-temps. Hein. On se fait la deuxième mi-temps quand tu veux, selon tes disponibilités. Peut-être même plus axé sur le phénomène ultra à Marseille, vu que je pense qu'il y a énormément de choses à raconter. Et que pas tout le monde est finalement forcément au fait de tout ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà. Merci beaucoup, Sébastien. On te laisse aller te reposer. Tu peux prendre ta soirée tranquille, c'est bon. Merci, Sébastien. C'était un plaisir. Merci, Sébastien. Merci encore.
Et Bien très, sûr. très, très, très clairement, les gars, Amal l'a déjà dit, mais le livre de Sébastien Louis sur les ultras, les autres protagonistes du football, c'est un must read, comme on dit. Oui, n'hésitez pas si vous avez l'occasion aux éditions Mar et Martin. Ultra, les autres protagonistes du football, l'ouvrage de Sébastien Louis, n'hésitez pas. Les Sans gars, je vous propose. transition, le loupé de Conrad de la Fuente hier. Ah oui, quand on s'est- exactement. On va passer au débrief de OM-PSG. Juste avant, je vais lire 2-3 messages là, sympas qu'on a eu dans le chat, notamment Necros qui nous dit: je tombe sur votre émission par hasard depuis Twitter et je la trouve hyper intéressante, ça développe, ça s'écoute, ça témoigne, continuez, surtout merci. Ben, merci à toi surtout Necros pour ces gentils mots. Faites passer le mot. Voilà, faites passer le mot, on voit que tous les gens tous les fidèles sont là, hein. Notre ami Azir qui est toujours fidèle au poste. Gros Voilà. Nono qui est là depuis nos débuts sur Gros Twitch. Nono aussi, Qui est là qui est toutes là les depuis- émissions sur Twitch Ouais, depuis le c'est début. ça, on te salue aussi. Voilà. Et n'hésitez pas à en parler à vos amis, exactement, il a raison Idriss. Ramenez Non. encore du monde. Mais parce qu'on sait que de toute façon, voilà, on dit tout aux auditeurs. Hein. Nous, 80% voire même 90 nous écoutent en podcast, c'est très bien. Mais si, peut-être qu'il y en a qui savent pas qu'on est en live sur Twitch Exactement. tous les lundis. Donc, si Voilà. vous voulez venir participer au débat, n'hésitez pas. Et N'hésitez vous pas. pouvez quand même toujours écouter une partie de l'émission en podcast. Exactement. On passe à OM-PSG Quand tu veux. et Idriss, jingle. Passe ton ballon. OM-PSG, les gars, ce match nul, un petit peu frustrant, un petit peu décevant, on va en parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, vous savez, la petite question qui inaugure le débat, qui lance le débat. J'ai envie de vous demander, les gars, quel est selon vous le geste du match? Est-ce que c'est le retour défensif de Saliba sur Mbappé ou celui de ce supporter sur Lionel Messi? Alors écoute, très franchement, moi j'étais en live sur le Phocéen, donc 4 heures de direct de 20h à minuit, tout ça, bref. Et gros, quand il y a l'action, tu sais, je me dis, mais pourquoi il arrête le jeu? Tu sais, je le capte pas, le gars. Et vous le voyez pas la télé. Je l'ai pas vu non plus. Ouais. Non, en fait, on Nous, l'a on- vu. Non, il a été filmé. Amazon l'a pas ghost. Non, comme non, font les on l'a autres. vu, mais en fait, on l'a pas reconnu. C'est ça que En je fait, ça que je veux dire. c'est ça, c'est quand tu le vois dans l'action, l'arbitre siffle et lui, il est pas à ce moment-là, il est pas encore dans le cadre. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, tu vois un mec en jean s'arrêter à côté de Messi. Et tu sais, nous en plus, on a la réaction de faire avec Jordan et Stéphane Bringuet. On a la réaction de faire ah là là, mais c'est dommage et tout. Et moi, vous me connaissez en plus, surtout à MyMat. Moi, le jeu reprend, mais 2-3 minutes après, je fais mais attendez, il s'est passé quoi tout à l'heure là? Je commence à partir en fou rire. Attends, il y a un mec qui a fait un repli défensif sur Messi. Non, Oh mais là puis là, du c'est stade, c'était encore incroyable. pire. Nous, Ah, mais on était c'est au Piracide, donc du coup, on a vu la course d'en face. Et Mais nous, oui. on savait que l'arbitre allait siffler parce que le mec, il avait tapé un sprint depuis 20 secondes. En plus, il courait vite, hein, franchement. Mais oui. Ah, il a fait un sprint. Tu vois que Messi, il le voit pas depuis le début de l'action, il le voit pas, donc il continue. Et toi, t'attends le moment où l'arbitre va siffler. C'était extrêmement Oh drôle, là là, vraiment. qu'est-ce que j'ai ri. Oh là Il y a une là photo là qui est là, incroyable. Ah, putain, mais tu l'as mis, Idriss, t'es chaud. Bah oui, la Mais photo, il est incroyable. je l'ai récupérée. Le Jean-Jacques M. Salem de Twitch, il est là, toujours là. Dès hier Ouais. soir, je l'ai récupéré la photo. J'ai dit, je vais l'illustrer, c'est pas possible. En plus, il est un peu flouté, donc il n'y a même pas le côté, on le met en avant. Ouais, c'est vrai Oh que- la banane, la Oh là doudoune là sac là là, poubelle, le jean, le il jean était- troué, le jean troué. le starter Il était- pack Ouais, Noël. j'ai analysé la photo. Hein. J'ai analysé la photo. Il a des TN sans chaussettes. Starter pack Ou alors il a des Marlboro chaussettes couleur Noël. peau. Mais Oh là crois-moi, là, incroyable. il est incroyable. Oh là 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 là. Incroyable. Mais ouais, franchement, moment marquant, mais c'est vrai quand même que le retour de Saliba pour se reconcentrer pardon, sur le sportif, moi je me suis levé comme si limite c'était un but, hein, parce que Mbappé qui part, je la voyais déjà au fond. Hein, C'est pas c'était juste pour me mettre en une avant, les gars, mais la feinte photo incroyable. que je viens de mettre sur Twitch, pour moi, c'est une œuvre d'art. Avec, Ouais. avec Ganet comme ça qui se lève, la couleur de la photo, c'est une œuvre d'art. Ouais, ouais, Il, c'est vient- il venait de Jean-Bouin, non? Ah oui, non, celle-ci, ok. Ouais, celle-là, elle est très belle. Celle-là, elle est très Elle est belle. incroyable. Les gars, pour lancer ce débat, on en parlait un petit peu hors antenne, on va poursuivre ce qu'on disait. Finalement, sur ce match, est-ce que vous sortez déçu? Est-ce que vous sortirez frustré? Un petit peu heureux quand même du match délivré par l'équipe? Dans quel état d'esprit vous sortez, les mecs, là, de ce match? Bah, personnellement, je me sens vraiment, enfin, franchement frustré au sortir de ce match. Pourquoi? Parce que voilà, c'est pas n'importe quel OM PSG, c'est pas seulement un match nul, c'est un match nul sans intention, sans ambition en tout cas, et surtout en supériorité numérique. Moi, sincèrement, ce qu'a proposé l'OM, ça m'a franchement révolté. C'était peut-être l'un des classicos où je suis ressorti le plus énervé, le plus frustré, parce que voilà, quand tu te prends le but de Cavani, au Vélodrome, je crois que c'était il y a 3-4 ans, voilà, t'es dégoûté, mais t'es sans voix. Et là, franchement, c'était peut-être une chance historique sur les 10 dernières années de taper le PSG à la maison.
et malheureusement, tu passes complètement à côté. Les gars, Ama, Idriss, un petit peu sur la même longueur d'onde. Moi, en fait, le truc, c'est que dans le feu de l'émission, j'étais un peu à voir le bon côté, à me dire, bon, voilà, on n'a pas pris trop de risques. En fait, il y a un changement que j'ai pas compris, c'est la sortie d'Under pour Gerson et Gay. En fait, l'entrée des deux joueurs en même temps, pour moi, c'était soit l'un, soit l'autre, alors qu'il y a encore Aminarit sur le banc, Paris, Tadis. Il y a que ce changement-là que je comprends pas. Le reste, je me disais, bon, franchement, ils avaient l'air crevés, les joueurs. Donc, je comprenais la petite frilosité collective. Et après, dès que j'ai ouvert Twitter et que j'ai lu les arguments en sortie d'émission des gars qui étaient très énervés, parce que déçu est pas le mot, hein, j'ai vraiment lu des personnes très énervées, notamment notre ami Marwan, parce que je sais qu'il va nous écouter en podcast, donc je le salue. Et en plus, en fait, le truc, c'était pas juste de l'énervement, tu sais, l'énervement de sortie de virage où tu te dis putain, on aurait dû faire mieux. Non, c'était argumenté et tout ça, et j'ai lu et je me suis retrouvé dans plusieurs points. Donc en fait, je me retrouve plus énervé aujourd'hui que hier, alors qu'hier, j'étais dans le truc de me dire bon, voilà, au final, très franchement, je suis très content de. Paris a vraiment failli tuer le match, alors que j'aurais vraiment beaucoup plus ragé d'avoir perdu ce match-là, vu le scénario, que de ce résultat. Ama? Ben, à la sortie du match, moi pour le coup, je suis au stade, je regarde pas le match devant la télé. Avec l'ambiance, le fait d'être à 11 contre 10, tu sors frustré. Mais après, quand tu respires un bon coup, que tu es chez toi, que la tension retombe, tu dis bon, avant le match, honnêtement, 0-0 face à l'Armada du PSG, tu signes. Et c'est même pas un manque d'ambition de dire ça. Tu signes, c'est tout. Et oui, il y a toujours, mine de rien, cette petite part de frustration parce qu'à 11 contre 10, ce qui m'a dérangé, c'était le manque de créativité devant. Mais après, le PSG aussi a reculé en jouant à 10 et du coup a fermé les espaces. Et ils ont quand même, mine de rien... Tu trouves qu'ils ont reculé, toi ? Moi, le retour de Saliba sur Mbappé, ils sont à 10. Et quand tu vois l'ensemble du match, Paris a plus d'occasions. Oui, mais c'est Mbappé qui lance en profondeur. Je te parlais du bloc parisien quand nous, on avait le ballon. De rien. Le deuxième mi-temps, il était plutôt bas. Fatalement, il descend, quoi. Mais comme je l'ai dit ce matin, au final, si après le triptyque Lazio, Paris, Nice, on fait nul, victoire, bon, au final, je pense qu'on aurait été beaucoup assigné pour ça et en espérant qu'on gagne mercredi. Ben moi, c'est ça. Je pense que ça va être. Je pense que mon humeur est encore en suspens et que ça va dépendre du match de mercredi. Si on fait un troisième match nul, très franchement, ça va me rendre fou. Encore si c'est un match nul, un troisième 0-0. Ça peut vraiment, je peux vraiment m'énerver et commencer à. Non, parce que très franchement, à chaque fois, je me dis c'est l'enchaînement des matchs. Il y a encore des matchs à jouer, donc ok, je trouve beaucoup d'excuses. Très franchement, je me trouve très gentil. Donc, selon la physionomie, le résultat du match de mercredi, je peux très franchement passer à l'extrême droite de ce débat. Oula, heureusement que tu as rajouté ce débat. mais c'est ça. Et puis, moi, il y a un point aussi, les amis. Je comprends, sur le plan comptable, il n'y a pas de problème. On aurait sans doute signé, en tout cas avant. Mais après, bon, il y a la physionomie, ça, je l'ai développé. Mais il y a quelque chose d'autre qui m'a énervé par rapport au match. C'est la lecture du match de Sampaoli. Il fait rentrer beaucoup de joueurs qui excellent dans le jeu arrêté, mais très peu dans le jeu en mouvement. Et pour ça, en fait, je comprends ce qu'il veut faire et c'est cohérent. Il veut faire rentrer pas mal de joueurs qui sont capables d'occuper la partie parisienne, sauf que tes joueurs sont crevés. Guendouzi, depuis la 65e minute, il est crevé. Guendouzi, Camara, Rongier, ils n'en pouvaient plus, il fallait faire un choix, il a choisi de sortir Camara et Rongier, mais très franchement, tu sortais n'importe lequel des trois, ils n'en pouvaient plus, ils étaient morts, Meskina. C'est clair, et encore Camara me semblait le seul qui allait encore un petit peu au pressing. Non, il était épuisé. Oui, il était épuisé aussi. Il forçait, mais il était épuisé. Lui, franchement, au moins il forçait, tu vois. Je pense que tu risquais la blessure s'il sortait pas. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais ton changement, fais pas rentrer Pape Gueye, tu vois, fais rentrer Gerson à la place de Guendouzi. L'un ou l'autre, moi ça me dérangeait pas, c'est les deux en même temps qui me posent problème. Moi, en fait, il fallait un milieu, entre guillemets, qui jouait bas sur le terrain pour un autre milieu qui joue un peu plus sur le terrain. Et Gerson, je pense, dans le rôle qu'on lui prêtait depuis le début de saison, ça aurait été pas mal, mais pas Guendouzi à la place de Pape Gueye, tu vois. Enfin, franchement, pour moi, c'était vraiment la goutte de trop. Et en fait, je comprends qu'en fait, les changements de Sampaoli, c'était pour occuper la moitié parisienne, mais dans les faits, tes joueurs en étaient incapables et tu n'avais pas ce joueur capable d'apporter de la rupture. Par exemple, un Aminarit, j'aurais peut-être préféré sur ce match-là.
Tiens, d'ailleurs, vous en voulez plus à Sampaoli pour son approche, qui a peut-être manqué d'ambition, ou pour, comme tu le disais, Merwan, ses changements pendant le match Moi, c'est sa lecture, hein, personnellement, parce que Ouais. son approche, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de la progression, notamment sur le plan défensif, en dehors du changement bénéfique Balerdi et d'accord. Tatsar, qui rééquilibre vraiment, je pense, dans la gestion de la profondeur, dans les compensations, la défense marseillaise. Mais tu as aussi pas mal ce 4-4-2 en phase défensive qui est beaucoup plus équilibré, surtout les mouvements sans ballon sont beaucoup plus réglés et beaucoup plus à même, en tout cas, de rendre cette équipe équilibrée. Après, le problème, c'est que ce rééquilibrage, j'ai l'impression que tu perds un peu offensivement parce que du côté droit, tu n'oses plus mettre Lirola et Under, mais tu mets Lirola et Rongier, tu vois. Et j'ai l'impression que tu gagnes défensivement et on n'arrive pas encore à doser pour être toujours aussi dangereux offensivement. Et surtout, je l'ai dit hier sur le plateau Le Phocéen, n'hésitez pas à venir quand je suis en live sur Le Phocéen pour vivre en live les matchs de l'Olympique de Marseille sur Le Le mec Phocéen. fait de la voilà. pub pour le Phocéen alors qu'on est sur Non, Paston pour Ballon. moi, pour Le Phocéen. Non, mais on Quand s'en fout. j'ai Ouais, bien c'est dit nos quand je copains, suis le là-bas. Phocéen, on s'en fout. Bref, non, tout ça pour dire que j'ai dit hier que je m'attendais à voir Lirola titulaire à gauche pour justement contrer Hakimi comme il avait fait à Rome. Et au final, je suis très content que Sampaoli ait choisi l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de stopper les attaques d'Hakimi, on a décidé de le faire défendre en lui mettant Under dessus. Et donc de mettre Lirola sur l'autre côté à son poste, entre de gros guillemets, selon Sampaoli. Donc moi, je suis content de cette approche-là, de se dire on va pas essayer de les défendre, on va essayer de les faire défendre. Défendre avec ballon, comme il avait dit effectivement juste avant le match. Il avait dit que contre Paris, il va falloir trouver le moyen de défendre avec le ballon. Et c'est vrai que ce que tu dis, Idriss, et franchement, tu le soulignes très très bien, et c'est un point à mon avis à retenir, c'est que effectivement, il y avait pas mal de joueurs qui étaient là de manière dissuasive, et notamment Under à gauche. Je pense que c'est le meilleur exemple. Très franchement, après, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave, on s'en fout. Il y a peut-être des gens qui regardent pas Le Phocéen et qui écoutent pas ton ballon, et c'est eux les meilleurs. Mais j'ai l'impression que Sampaoli a réussi son avant-match, qu'il a excellemment bien travaillé sa mise en place, et sa tactique, oula, rien à voir, sa tactique en avant-match, qu'il a bien travaillé sa vidéo, tout ça. Tout était parfait dans la préparation. Presque trop scolaire. Dans peut-être. l'exécution, c'était autre chose. Ouais. Par contre, dans l'adaptation, mais c'est moins 4. Parce que les changements pendant le match, je les comprends pas. Les consignes données, je les comprends pas. Quand Paris prend le rouge d'Hakimi, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à l'OM. Parce que même s'ils sortent un des deux centraux, ils font rentrer Abdou Diallo dans l'axe, il reste toujours un des deux autres centraux, ça devient compliqué. De faire sortir Hakimi, tu leur enlèves une arme incroyable, et surtout ça les oblige à en faire sortir une deuxième parce qu'ils sont obligés de sortir un des 4 de devant, et en plus, vu que politiquement parlant c'est un club qui est empoisonné, ils sont obligés de sortir celui qui fait le plus d'efforts des 4. Je parle d'efforts défensifs, parce que tu peux pas sortir une des 3 stars. Donc c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à l'OM. C'était que 57e minute en fait. T'as deux top joueurs, donc Di Maria et Hakimi, qui sortent à la 57e. Et je suis assez déçu de voir comment Sampaoli a géré cette sortie-là. Après, comme je t'ai dit en début d'analyse, j'ai envie de lui trouver des excuses. Que Milik peut pas encore jouer 90 minutes à cette intensité-là. Que Under, et on savait qu'il était incertain, peut-être qu'il pouvait pas jouer 90 minutes. Tu vois, j'ai envie de lui trouver des excuses, mais très franchement, ça m'a fait un Il va peu falloir que ça grincer les dents. change, quoi. Voilà, très vite. Là, ça y est. Là, on va dire que tu as passé le rush le plus compliqué de la saison pour l'instant. Avec la Lazio, les enchaînements tous les 3 jours, Paris et tout ça. Là, maintenant, tu vas jouer Nice mercredi, puis tu as Clermont et Metz, et tu as la trêve internationale. Et alors, au retour de la trêve internationale, tu que Lyon, on va dire, comme grosses affiches. Sinon, très franchement, là, on va commencer à trouver de moins en moins d'excuses à Sampaoli. Et il va falloir vraiment que lui aussi retrouve un peu cette folie, cet talent offensif et ce cœur d'équipe. Parce que l'équipe, il n'y a rien à dire, elle est solidaire. Il n'y a personne qui fait semblant. Est-ce que Sampaoli est le seul responsable? Alors, en vous disant ça, je veux vous mener vers un autre débat et peut-être se focaliser un petit peu plus sur les individualités, sur les joueurs, parce qu'on se faisait la réflexion hier à Maïs au stade, et on a trouvé un manque d'initiative de la part des joueurs, un manque de prise de risque, manque de personnalité, même chez certains, notamment offensivement, qui était assez dérangeant. Moi, j'ai en tête une action où, en plus, c'est un joueur qui a beaucoup à prouver en ce moment, c'est Gerson, qui est en position de frappe aux 20 mètres sur son pied gauche et qui tente un renversement d'aile au lieu de tenter sa chance. Donc, il était bouché quand même à ce moment-là. Oui. Nous, de la télé, en tout cas, vous étiez en virage. Juste là, j'avais l'impression qu'il pouvait frapper. Vous êtes en virage, donc vous avez c'est en deuxième mi-temps, donc vous, la cage, elle est en face de vous. Peut-être que vous avez mieux vu, pardon. Mais nous, depuis la télé, l'angle avait l'air vraiment bouché. Je vois très bien de quel angle tu parles. C'était plus ouvert. D'accord. Je vois de quel angle tu parles. Peu importe, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Oui, non, mais t'as raison, il n'y a pas. De CNJ, même de Payet, qui avait plusieurs
fois des positions de frappe et qui les a pas saisies. Alors, Je sais pas écoute, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'initiative de la part des joueurs aussi? Peut-être quelle un peu timoré. À quelle minute est la première frappe cadrée du match pour toi, pour l'OM? Franchement, là, je sais pas, c'est Alors, peut-être je te le la but. donne, 80... 70e minute. Non, non, 82e. C'est le plus. Ouais, il y a le but refusé, mais bon. Oui, après, non, ça mais t'enlèves le but refusé, 82e minute, la première frappe cadrée. Tu fais 13 tirs, 0 cadré, et après, t'as une frappe, je crois que c'est une frappe en plus complètement pétée de Guendouzi, qui est très facilement arrêtable par Navas, Ok, et je c'est vois. la première frappe cadrée du match. Hein. Parce que moi, justement, j'étais en live, j'étais en train de me dire, mais attends, c'est vrai que j'ai pas vu Navas faire grand-chose. Et Ouais, mais justement, mais ça dénote justement un manque d'initiative. complètement, Quand non, mais c'est tu- pour appuyer ce qu'il dit, pas pour le contredire. Et ça, c'est pas Sampaoli pour le coup. À un moment donné, si tu vois qu'en face, ils lisent très bien ton jeu, qui est parfois peut-être même un peu trop stéréotypé quand tu es à 11 contre 10, à tout le temps vouloir aller sur le côté puis essayer de centrer. Kimpembe, Marquinhos se frise la moustache, quoi. Et tente. On sait jamais, t'es pas à l'abri qu'il y ait une frappe déviée ou un truc comme ça. Et non, on a été trop timoré. Alors, Mais- je sais, les gars, qu'il me reste pas beaucoup de temps, mais je suis désolé, on va le laisser dire on va le laisser utiliser l'expression se friser la moustache. Non, comme ça, personne ne dit. J'en étais sûr. Je t'ai Non, mais- entendu. non, mais je sais que là, on a fait 1h10, on a un peu dépassé le timing qu'on s'était posé, mais là, on va le laisser utiliser cette expression-là normale, octobre 2021. Ouais, c'est du Amaïs, c'est du Amaïs classique. Non, mais on peut plus laisser passer ça, ça y est. Merwan, aide-moi, il me saoule. ça. Pour essayer de créer un contre-feu, pour le coup, toi, tu dédonnes Sampaoli. Moi, je l'incrimine là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, et moi j'ai trouvé là-dessus qu'il y avait beaucoup trop de touches de balle pour certains joueurs Oui. et que c'est aussi dû au fait que tu les surresponsabilises. Oui. Je pense notamment à Guendouzi qu'on utilise beaucoup trop sur le terrain et lui, on voit quand il est en phase de transition offensive, il n'est pas forcément à l'aise. Je pense à plusieurs phases où on peut, et pas que lui, aussi Payet, où on peut la donner à Under sur le côté qui peut partir 150 fois, même Camara, ça lui arrive On aussi. occupe beaucoup C'est- trop la largeur. Le jeu est trop le système est beaucoup trop exigeant techniquement. Les joueurs sont beaucoup trop éloignés les uns des autres, ce qui fait que tu dois toujours appuyer ta passe, viser une zone très définie, parce que sinon, la ligne de passe est assez lisible pour la défense adverse. Très franchement, je trouve on a toujours parlé en début de saison de ils courent beaucoup, oh là là, est-ce qu'ils vont flancher en mars physiquement? Je trouve que le système est beaucoup plus exigeant techniquement que physiquement. Bien C'est sûr, et beaucoup puis trop surtout, compliqué. la technique d'un tu peux être un défenseur technique, mais ne pas être. Enfin, quand tu es technique, tu peux être technique dans ta zone défensive, mais ailleurs ne pas avoir tes repères. Tu vois, Complètement. Gendouzi est un joueur technique, mais je pense que dans certaines zones, il a peut-être moins ses repères, ou il n'a peut-être pas cette faculté à voir au bon moment, à être régulier dans sa précision technique dans certaines zones quand il faut donner l'avant-dernière ou la dernière passe. Je pense que c'est plutôt un joueur qui va être à l'aise dans les premières relances, mais que derrière, et on le voit, en fait, il touche beaucoup trop le ballon. Et je pense qu'il gagnerait en tout cas à jouer, je pense, après, je ne sais pas si on peut trouver cet équilibre-là, peut-être à la place d'un Camara qui, lui, a quand même pas. Je pense qu'il rend pas mal de services au milieu de terrain, mais je pense que techniquement et dans la vision de jeu, s'il n'a pas le temps de donner le ballon, c'est un peu compliqué. Et sincèrement, hier, on l'a vu, on surresponsabilise des joueurs dans des zones où ils sont pas forcément pieds. Alors que je pense que, par exemple, un Gerson, lui, si on arrive à trouver sa pleine mesure, il pourrait jouer justement un peu. Il pourrait faire ce relais un peu plus sur le terrain. Et je pense que hier, en tout cas, ça a manqué de joueurs capables d'apporter cette détonation et qu'en dehors d'un all-in sur Under et Payet, il n'y avait pas grand-chose. C'est ça en fait, Les gars, on parle beaucoup de système. Rapidement, Idriss, Très vite, après, on je passe fais à l'évaluation. une phrase. Vas-y. On parle beaucoup de ce système justement qui au début de saison était dans la folie, beaucoup de dépassements de fonction, beaucoup de dédoublements. Et au final, en fait, aujourd'hui, depuis qu'il s'est adapté, on trouve une équipe très fébrile. Et en fait, on a le ballon, on a la possession, on occupe la zone, mais on est dépendant pour chaque action d'un exploit individuel. Les gars, les individualités, est-ce que vous avez envie de mettre en avant un joueur, un phénomène sur ce match? Il n'y a pas de débat. quand même. Saliba. Oui, Saliba. Saliba, forcément. oui. Forcément. Saliba, Paul Lopez, perso. Ouais, Paul Paul Lopez aussi, Paul Lopez, il a c'est sorti vrai, deux c'est actions marrant très aussi. nettes. Et justement, parce qu'on n'a pas fait d'émission la semaine dernière, il a fait un match incroyable contre Lorient et face à la Lazio. Oui, il est très bon. Et la sortie qu'il fait hier à toute vitesse sur Mbappé Arrêt qui part sur au Messi profondeur. aussi, En ouais. première Ouais. mi-temps, il sort deux parades coup Ouais, sur oui, coup non, qui il a sont- fait un qui excellent sont match. très déterminants. Non. Il est en train de trouver ses marques, même dans le jeu au pied, tu le vois qu'il est beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr de Quand ses on lui envoie forces. pas des sacoches, hein, je pense Ouais. à la fraude argentine, voilà, ça fait plaisir. On Quoi. peut pas s'en Bon. empêcher. Les gars, est-ce Et qu'il y a ouais, fatigué Rangier aussi, pardon, je voulais Ah, juste Rangier, dire t'as ça que aussi. Rangier. Ah ouais, je pense que Verratti il a dû faire un ou deux cauchemars de Rongier.
Rongier, il est vraiment à un excellent niveau depuis quelques matchs. C'est le meilleur Rongier qu'on ait Pourtant, vu. Sampaoli l'utilise à plusieurs postes et toi, tu as l'impression de voir le Rongier de Nantes, quoi. Et c'est vraiment très plaisant. Et il aurait vraiment mérité de marquer hier. C'est passé tout près en plus. Imaginez Villas-Boas qui dit regardez ce que j'ai fait de ce joueur. Tu sais, Ah, là, mais Ah, il a forcément, les gars, tiré. quand on ne met pas Morgan Sanson dans les pattes et qu'il c'est n'a pas à facile. courir pour 3 ou 4, Tout à fait. c'est plus facile, quoi. C'est plus facile. Les gars, il y a un fatigué sur ce match pour vous? j'ai pas envie de le dire. Le mot fatigué est un peu dur, mais moi, ma déception du match, ma petite déception, c'est Payet. Ah, je suis d'accord avec toi. Il a, Je suis d'accord avec toi, oui. il a fait du Payet dans l'organisation, il a bien fait le liant, mais pour le coup, dans tout ce qui était passe clé et passe Ouais. déterminante pour faire Ouais, l'action, ouais, c'est vrai. il Inhabituellement a rien brouillon raté, il a techniquement. rien réussi. Comme contre la Lazio. Ouais, c'est Comme vrai. contre Un peu la comme contre la Lazio, et Exactement. contre la Lazio, on se disait, il court pas beaucoup aujourd'hui, peut-être qu'il garde du gaz pour dimanche parce qu'il a pas beaucoup joué. C'est la première fois qu'il enchaîne 3 matchs d'affilée depuis crois, oui. 2 ans. Ouais, Donc on trouvait des excuses. Donc là, pour le coup, il a beaucoup raté. Et puis très franchement, on est exigeant parce que c'est lui, les 2 coups francs, ils doivent être cadrés. Là, pour le coup, C'est clair, surtout qu'il a la machine. Extrêmement bien placé, oui. Mais surtout le premier, ce qui m'a fait faire un mini arrêt cardiaque, c'est que le premier, c'est Cavani. Il est au même endroit que celui de Cavani, il y a 2 ans. 3 ans. Ils sont sur les mains. Donc 4 ans même, putain, c'était il y a longtemps. Les gars, il y a Gros Nono dans le chat qui a raison, qui nous dit Douillet mérite aussi un bon point. Je Tchaleta savais que Tsar c'est qui- toi qui allais le dire, c'est pour ça que je voulais pas le dire. Non, mais Ama, je crois que tu voulais en parler aussi de Tchaleta Tsar qui revient bien là sur les 2-3 derniers matchs. Ouais, il revient clairement en force et pour le coup, sans jeu de mots, c'est un sacré tour de force vu que comment il était à la cave quoi, il y a encore quelques semaines. Tchaleta Tsar, même nous dans l'émission, on en faisait des blagues. Il va recevoir une offre de 12 millions de Burnley, il va la refuser, etc. Et il y avait même Alvaro qui était devant lui dans la hiérarchie, il y avait Balerdi. Et là, j'ai l'impression que la tendance s'est inversée. Et tant mieux, Tchaleta Tsar, à ce niveau, c'est une plus-value pour la défense de l'OM, clairement. Ah ouais, Surtout plus que que Balerdi Ben oui, à un niveau, il est meilleur, oui. Ah bon. Surtout que parallèlement, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais Luan Pérez, il a l'air d'être un peu moins bien ces derniers temps. Donc, c'est pas plus mal que Tchaleta Tsar retrouve aussi son meilleur niveau, surtout dans le jeu de Sampaoli. Avec ses pieds, ils peuvent faire du bien dans la relance, dans la sortie de balle. Donc tant mieux, espérons que ça continue au moins jusqu'à l'hiver. Après, on verra ce qu'il adviendra de son avenir à l'OM. Il a été catastrophique face à Lorient et il a plutôt fait son match hier, mais moi ce que je le reproche là depuis 3-4 matchs, depuis Galatasaray je dirais, c'est là où j'ai un peu noté ça, c'est qu'il prend plus d'initiative balle au pied. Ah non, t'as pas vu qu'ils ont fait un record de passes vers l'avant avec Saliba? Non mais tant mieux. Mais je te parle, tu sais, dans le décalage, Tu veux dire dans les mètres gagnés en prenant le ballon, tu veux dire? Non, ou juste c'est de venir s'intercaler entre le relayeur et Oui, l'ailier ça, il pour le fait former pas. un Ah oui, non, triangle. ça, c'est vrai qu'il le fait Pour pas, former ça, le non. triangle, fait tu pas. vois, là il le fait Ouais, plus. ouais, non. Il avance Ça, avec c'est le pas- ballon, et je pense que c'est même pas qu'il le l'envoie fait vers plus, l'avant. c'est qu'il sait pas le faire en fait. Il a Non, jamais fait. Si, il l'a fait en début de saison. Ah, franchement, pas Il l'a très fait en peu. début de saison, mais il a perdu le ballon des fois. Oui, Ouais, non, mais ouais, je pense que c'est une consigne de lui dire écoute, voilà, là pour le coup, on perd beaucoup trop de ballons dangereux et tout ça. On disait que l'OM avait un réalisme défensif proche de. C'était de l'expected goals 12 sur le réalisme défensif. À chaque perte de balle, il y avait un but. Donc je pense que c'est une consigne de Sampaoli de lui dire écoute, prends moins de risques avec le ballon, il reste bien placé. Mais je trouve ça un peu dommage. Parce que pour le Les coup, gars- ça s'explique pas autrement. Pardon, Mathieu. Les gars, je vous propose qu'on en reste là, mais avant toute chose, on va quand même conclure sur quelque chose qui s'est produit là avant le match qu'on voulait évoquer. Et là, j'ai besoin de notre magnifique jingle du pastis Twitter, s'il te plaît, Idriss. Ah, qui veut un petit pastaga, les mecs, hein? Les gars, je crois que la minute pastis Twitter n'a jamais aussi bien porté son nom. Ah, alors là, Parce que là, on a vécu un très grand moment. Je crois que c'est la semaine dernière et ça a été tweeté. Alors j'ai le tweet sous les yeux le 17 octobre, donc une semaine avant le match. Le Massilia Socios Club, rappelez-vous, qui voulait monter un projet social à l'OM, a tweeté OM PSG, accueillons Messi comme il se doit. Voici une planche de billets à imprimer, à découper et à porter au stade le soir du match et à balancer sur le terrain. Imprimé, partagé en masse. Et sur le billet, donc, on peut lire Petrodollar Qatari, Menos Kevin Club, Mercenarios, la passion ne s'achète pas. Et alors, avec ça, messieurs, je crois que c'est une ode au pastis Twitter. Là, c'est une bénédiction, un tweet comme ça. On peut pas faire un. écoute. La Payet, il est payé en pastis. ticket restaurant. Il faut Oui, le c'est rappeler, ça. hein.
La minute pastis Twitter a été créée pour ce genre de tweet. Donc le Massilia Sauce Club, merci pour ce moment, vraiment. Ils Merci. peuvent commenter, je pense. Hein. Après, Si. c'est un peu méchant, mais très franchement, rien que tu vois la tête des mecs, je vois très bien le Le profil physique de ses idées. Ouais, le profil des gars. C'est que les mecs, tu sais, c'est des mecs Ah, là, CSP. franchement, on les connaît même Si, pas. si, si, si. c'est même pas- Je te dis très clairement, complètement gratuit, c'est des mecs, on les connaît c'est pas. des gars CSP+ qui roulent en Tesla et qui se la jouent un peu populaire quand ils vont au stade. N'importe Ah, quoi. si, La je vois sociologie très de clairement. comptoir. Ah, Sérieux, là, tu te mets à leur niveau. Hein. Là, C'est où il a des- exactement, il a raison. si, ouais, si, tu si, vois, Oh, si, le dernier mec. membre du trio Roten Riolo, c'est Idriss. je suis prêt à le tu prouver. en tête. Et ce sera dans mon livre aux éditions Grasset. Tu es suspendu d'antenne pendant 10 jours. Oh là là, incroyable. Non, par contre, si je peux juste être un peu acerbe envers eux, s'ils avaient mis plus de cœur dans la communication autour du projet Socios plutôt que autour de ce genre de guignolerie, peut-être que le projet aurait avancé un jour. Mais Ravi ils ont donné un ravi que- t-shirt à René Malville. Ravi que ça ait fait un fiasco. Hein, T'as pas vu? Il y a Gronono sur le chat qui demande possibilité d'ajouter une minute cigare Twitter avec la meilleure expression d'Adrien. Oh, mais l'idée de. Gros nono, merci. Magnifique. On va faire une minute whisky, cigare Twitter, béret. Oh là là, ça va me demander du travail sur Audacity, mais croyez-moi, je vais prendre sur mes heures de sommeil pour le faire. On va y réfléchir, mais ah là là, l'idée de fou. Ama, tu vas avoir une minute pour toi. Oh là là. Mais écoute, et le pire, c'est qu'en plus, on va même pas piocher dans les émissions Passe ton ballon parce qu'ils nous en sortent toute la semaine. Avec Mathieu et Ama, on a une conversation pour organiser un peu nos sorties et tout ça, bref. Et à 3, il y a des pépites dingueries, dedans. des fois. Mais c'est un truc de fou. C'est que des fois, même moi, Mathieu et moi, on s'envoie un message pour dire va voir ce qu'il a écrit, s'il te plaît. Non, je pense qu'il n'y a que toi qui fais ça, Mathieu. Mathieu ne fait Non, pas moi ça. aussi, je le fais. Merci Mathieu. Ah, je suis trahi comme ça, ok, on va en reparler. Il y a un couteau dans le dos. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Alors moi, je serai pas là, hein, mais vous, je sais pas si vous allez faire une émission sans Alors, moi. je vous le dis parce que en fait, on l'a validé, donc je croyais que. Oui, c'est vrai qu'on l'a validé. Ouais, c'est vrai qu'on l'a- On Je suis super. recevra lundi ou mardi, normalement, il faut qu'on valide ça avec l'invité parce qu'il est sur plein de projets, le pauvre. Normalement, ça serait lundi 20h, donc comme Oui, comme cette tout à semaine. fait. Mais ça sera avec Mourad Arts. On va parler de son livre L'entraîneur français. Et il va venir parler avec Ama, Merwan et moi. On va peut-être demander à un petit Comorien de faire son retour, peut-être. Chut. Donc normalement, il sera avec nous. Voilà. Normalement, non, Merwan, Donc, lundi prochain. Mourad sera là lundi prochain autour de son livre L'entraîneur français. Voilà. Voilà, donc soyez au rendez-vous et puis n'hésitez pas à nous mentionner sur Twitter, à nous envoyer vos avis, tout ce que vous voulez, toutes vos réactions à nos débats. Un dernier truc, Mathieu, si je peux me permettre. Vas-y, rapidement. vas-y. L'image pour moi du match, bon, parce que toi tu as demandé Saliba et le gars en sacoche, pour moi c'est la photo du corner de Neymar avec en petit arrière-plan un bout de pizza. Ah oui, je l'ai vu, je l'ai éclaté de rire. Il y a une part de pizza juste derrière. Alors lui. écoutez-moi bien, au-delà du fait que quand vous connaissez le prix des parts de pizza au Vélodrome, c'est un délire de la lâcher, mais surtout, moi j'ai des questions d'aérodynamisme. C'est comment il a fait pour passer le filet et la faire atterrir Tu sur sais le comment il terrain. a fait Tu sais comment il a fait Je pense qu'il a lancé en mode frisbee, tu sais. Il s'est envolé. Et qu'elle a réussi à atterrir, mais tu sais, en plus, là j'ai mis la photo pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, vraiment collée au panneau d'affichage, ça veut dire qu'elle est retombée avec le vent, c'est incroyable. Ou alors Très elle est venue franchement- de jambon, peut-être. Wow. Oui, je pense. Parce que là, Bah, ça a ouais, plus de chance c'est quand vrai. même. Je pense Ah, même mais qu'elle quand est même, venue de c'est- jambon parce que le alors, prix de franchement, la. il Le doit prix de la avoir un part de biceps, le cousin. pizza, le prix de la part de pizza au Vélodrome, je pense qu'il y a que des gens qui vont en jambon qui peuvent se Ouais, la c'est payer. 3,50€ la portion, c'est très très cher. Ouais, pour un truc caoutchouteux Ouais, dégueulasse. en plus Bon, c'est bref. dégueulasse, le fromage il colle, bref. Mais voilà, pour moi c'est ça l'image du match. Les gars, on se laisse, on vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas, comme je dis, à vous envoyer toutes vos réactions sur Twitter. Allez, bonne semaine à tous, salut. Passe ton